Arthur s'ennuie profondément dans son bureau lorsque Roy lui présente Marie, le tout dernier modèle de robot conçu. Intrigué par cette création, Arthur décide de l'examiner de plus près. Il félicite son inventeur, impressionné par la qualité du modèle, mais insiste sur le fait qu'il doit encore l'étudier minutieusement. Alors qu'il s'avance vers elle, l'horloge de la pièce explose soudainement, remplissant le bureau d'un nuage de fumée. Les employés s'empressent de chercher un extincteur, mais Arthur, lui, garde les yeux rivés sur la robotique jeune femme. Il remarque que Marie ne réagit absolument pas à l'explosion. Il en conclut qu'elle est bel et bien une machine, et non une humaine déguisée en robot. Apercevant l'une des servantes non loin de là, Arthur l'accuse d'être responsable de l'explosion. Ces hommes l'arrêtent immédiatement et la traînent hors du manoir. Arthur leur ordonne ensuite de neutraliser un espion qu'il a repéré sur un toit voisin et de retirer le dispositif d'écoute caché sur son bureau. Tandis qu'il observe de loin ses subordonnés éliminer l'assassin, Arthur ne peut s'empêcher de ressentir le dégoût qu'il éprouve pour les humains. Un jeune garçon entre alors, portant des cadeaux et un bouquet de fleurs, mais s'immobilise net lorsqu'un couteau jaillit soudainement des fleurs. Arthur, impassible, ne montre aucune surprise. Il déclare que les humains sont des êtres égoïstes, prêts à renier toute morale pour servir leurs intérêts, raison pour laquelle il voulait un compagnon robotique digne de confiance. La vie d'Arthur n'a jamais été simple. Depuis son enfance, ses proches n'ont cessé de convoiter sa fortune, envoyant assassins et pièges pour se débarrasser de lui. Incapable de faire confiance même à sa propre famille, Arthur a fini par haïr profondément les gens. Il affirme que ceux qu'il méprise le plus sont les menteurs. Marie, la servante robot, écoute sans rien dire. En réalité, elle est une artiste martiale réputée pour son calme et son absence totale d'émotion au combat. Mais cette fois, elle joue un rôle. Elle est une humaine se faisant passer pour un robot. Au fond d'elle, Marie panique. Elle ignorait qu'elle devait cacher son identité humaine, surtout à un homme nourrissant une telle haine envers les siens. Arthur s'approche d'elle, et son angoisse monte d'un cran, persuadé qu'il a découvert la vérité. Mais soudain, Arthur rougit et se met à la complimenter avec enthousiasme. Gênée par son comportement, Marie s'empresse de déclarer qu'elle va commencer à nettoyer la chambre. Arthur lui saisit doucement la main et lui demande s'il peut l'appeler Marie. Elle accepte avec hésitation, déconcertée par ce changement de ton si soudain. Dans la salle de repos, Roy rappelle à Marie ses fonctions de servante robot et l'informe qu'elle devra désormais accompagner Arthur à l'école afin d'assurer sa protection. Il se tourne pour vérifier si elle l'écoute, mais la découvre en train de se goinfrer de nourriture. Marie explique qu'elle ne peut manger que lorsque Arthur prend son bain. Pensant qu'il a sûrement terminé, elle s'empresse de quitter la pièce, non sans avoir englouti la part de Roy. En courant, elle lui lance qu'il devrait préparer son prochain repas avec davantage de protéines. Roy la regarde s'éloigner, inquiet que leur mascarade finisse par échouer et qu'ils soient tous deux exécutés pour avoir menti à Arthur. Le lendemain matin, Arthur réprimande sévèrement l'un de ses majordomes pour s'être endormi trop longtemps. Marie ne peut s'empêcher de penser qu'il est à la fois strict et intimidant, mais que chacune de ses remarques est pleine de bon sens. Une fois installés dans la voiture, Arthur lui expose leur emploi du temps de la journée. En l'écoutant, Marie comprend que les journées d'Arthur sont toujours bien remplies, entre ses études et la gestion de son entreprise. Il commence à se plaindre d'un partenaire d'affaires dépourvu de savoir-vivre. Marie se dit alors qu'Arthur est vraiment un homme rigide et redoutable, mais elle remarque aussi qu'il devient étonnamment doux lorsqu'il s'adresse à elle. Soudain, Arthur lui prend la main et se penche vers elle. Il lui confie qu'il sait que ses ordres consistent à le suivre à l'école tout en se faisant passer pour une humaine. Il ajoute qu'en cas de problème, elle pourra toujours venir lui demander de l'aide. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'académie, Marie cache difficilement son enthousiasme devant la majesté des lieux. Elle observe les trophées et plaques accrochés au mur et remarque que la plupart portent le nom d'Arthur. Tandis qu'elle admire ses exploits, 2 élèves la percutent et la réprimandent pour avoir bloqué le couloir. D'une voix monotone et mécanique, elle s'excuse. Mais son ton froid et dénué d'émotion ne fait qu'irriter davantage les garçons qui la trouvent étrange et malaisante. Pourtant, Marie ne joue pas un rôle. C'est simplement ainsi qu'elle parle depuis toujours. Même sa mère n'a jamais compris pourquoi sa voix restait si distante, peu importe la situation. Arthur surgit alors derrière elle et rabroue sèchement les 2 étudiants pour avoir importuné sa domestique. Une fois seule, Marie le remercie.
Et Arthur lui caresse doucement la tête en lui disant qu'il trouve sa voix neutre et son visage impassible adorable. Lorsqu'il lui fait signe qu'il est temps de partir, Marie sent ses joues rosir légèrement. C'est la première fois qu'on lui adresse un compliment aussi tendre. De retour au manoir, il s'installe dans le bureau d'Arthur. Un jeune homme entre alors et le salue avec une familiarité déconcertante. Roy chuchote à Marie que cet homme n'est autre que Maynard, le frère d'Arthur, du moins en titre. Marie se demande aussitôt si lui aussi cherche à nuire à Arthur et observe attentivement les deux hommes. Les deux frères échangent des paroles aimables et pleines d'éloges, mais, intérieurement, ils se maudissent l'un l'autre. Derrière leur sourire poli et leur voix courtoise, chacun perçoit parfaitement le venin dissimulé dans les mots de l'autre. Roy, qui les observe, devine sans peine la tension invisible entre eux, tandis que Marie, totalement inconsciente de ce climat hostile, pense simplement qu'ils s'entendent bien comme de vrais frères unis. Maynard finit par s'excuser et quitte la pièce sous prétexte d'aller aux toilettes. Une fois seul dans le couloir, il laisse éclater sa frustration et marmonne des insultes, exaspéré qu'Arthur soit encore en vie. Mais il s'interrompt brusquement lorsque Marie surgit silencieusement derrière lui, lui indiquant la direction des toilettes. Pris de panique, Maynard sursaute et la réprimande sèchement. Marie s'excuse, mais son visage impassible ne montre aucune trace de remords. Elle lui explique qu'elle est un robot, incapable de ressentir ou d'exprimer des émotions. Intrigué, Maynard la dévisage longuement, remarquant qu'elle ne cligne même pas des yeux. Impressionné, il admet qu'Arthur a fait un excellent choix en acquérant un modèle aussi réaliste, tout en critiquant le manque de goût de son frère. Après tout, cette machine ne sait même pas sourire. Piquée dans son orgueil, Marie affirme qu'elle sait sourire. Elle attrape alors les coins de sa bouche avec ses doigts et tire pour afficher un large rictus artificiel. Le résultat est si effrayant que Maynard prend aussitôt la fuite, terrifié. Plus tard, dans la soirée, Arthur est assis dans son bureau, observant pensivement la fontaine à l'extérieur. Son esprit s'égare vers le jour où il a décidé de devenir l'héritier de l'entreprise familiale. Ses pensées sont interrompues lorsque Marie entre discrètement, une tasse de thé à la main. Voyant son air préoccupé, elle croit l'avoir dérangé au mauvais moment. Mais, à sa grande surprise, Arthur lui demande timidement s'il peut poser sa tête sur ses genoux. Hésitante, Marie finit par accepter. Arthur s'installe aussitôt, plaisantant sur la dureté de ses cuisses qu'il attribue à son corps métallique, sans savoir qu'il s'agit en réalité de muscles fermes et entraînés. Peu à peu, il se détend et lui confie qu'il se sent terriblement seul, incapable d'accorder sa confiance à quiconque. Il avoue avoir accepté cette solitude comme le prix à payer pour être l'héritier du patrimoine de son père. Touchée par sa sincérité, Marie lui promet doucement qu'elle restera toujours à ses côtés et qu'il pourra lui faire confiance. Apaisé, Arthur ferme les yeux et s'endort sur ses genoux. En le regardant dormir, Marie ressent un profond désir de le protéger, mais son cœur se serre à l'idée de devoir continuer à lui mentir pour le faire. Le lendemain matin, Arthur, Roy et Marie attendent devant le manoir, prêts à accueillir la voiture qui doit l'emmener à ses cours. Lorsqu'elle arrive plus tôt que prévu, Roy remarque l'anomalie. Il échange un regard inquiet avec Marie, puis tous deux saluent Arthur tandis qu'ils montent dans la voiture. Quelques instants plus tard, une autre voiture s'arrête devant le manoir. Roy comprend aussitôt que la première voiture était un leurre. Il ordonne à Marie d'appeler la police, mais lorsqu'il se tourne vers elle, elle a déjà disparu. Paniquée mais déterminée, Marie s'est élancée à toute vitesse sur la route, courant après le véhicule qui a enlevé Arthur. À l'intérieur de la voiture, Maynard monte à bord et aperçoit Arthur ligoté. Avec un sourire narquois, il lui avoue que l'enlèvement était son idée, tout simplement parce qu'il trouvait Marie agaçante. Il se moque de lui en disant qu'il devrait engager une meilleure domestique la prochaine fois, avant d'éclater de rire. Il n'y aura pas de prochaine fois, car Arthur mourra aujourd'hui. Arthur, exaspéré, soupire. C'est déjà la 168e fois que Maynard promet de le tuer. Soudain, un bruit sourd secoue le véhicule. Tous lèvent les yeux et découvrent Marie agrippée au pare-brise, déclarant d'une voix calme qu'elle est venue récupérer Arthur. C'est la panique dans la voiture. Maynard tente de rassurer son chauffeur, lui criant que Marie n'est qu'un simple robot et qu'ils doivent s'en débarrasser sans hésiter. Mais la jeune femme atterrit souplement sur la route, puis reprend la poursuite à une vitesse inhumaine. Le véhicule finit par s'arrêter devant une maison abandonnée. Arthur est tiré de la voiture et conduit à l'intérieur.
Maynard le provoque, lui demandant s'il a des dernières paroles avant de mourir. Il lui promet qu'une fois mort, il héritera de l'entreprise familiale. Arthur, au lieu d'avoir peur, est surtout furieux du traitement infligé à Marie. Maynard éclate de rire, se moquant de lui pour s'inquiéter davantage d'un robot que de sa propre vie. Il ricane en affirmant que Marie est probablement déjà détruite. Arthur le fixe d'un regard glacial et jure qu'il ne lui pardonnera jamais ce qu'il lui a fait. Mais Maynard se fige soudain. Il entend sa propre voix avouer le crime. Il se tourne vers Arthur, stupéfait, et voit un sourire se dessiner sur son visage. Arthur lui révèle alors que l'un de ses boutons est en réalité une caméra espion et que toute la conversation a été enregistrée puis envoyée automatiquement dans le cloud. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que quelqu'un découvre la vidéo et que le monde entier apprenne la vérité. Le visage livide, Maynard réalise qu'en restant, il ne ferait que confirmer sa culpabilité. Pris de panique, il s'enfuit, laissant derrière lui 2 de ses hommes pour terminer le travail. Les 2 hésitent, mais finissent par décider qu'ils n'ont pas le choix. Arthur a vu leur visage. Alors qu'ils s'apprêtent à l'exécuter, la porte vole en éclats. Marie surgit dans un éclair, et en une succession de mouvements rapides et précis, elle terrasse les 2 hommes en un instant. Les 2 hommes s'enfuient en hurlant, laissant Arthur attaché à une chaise. Marie se précipite vers lui et défait les cordes à toute vitesse afin qu'il puisse s'échapper. Aucun d'eux ne remarque la flaque d'essence répandue au sol, ni la cigarette encore allumée qui se consume tout près. En quelques secondes, les flammes s'enflamment et se propagent rapidement. Le bâtiment est bientôt entièrement englouti par le feu. Réagissant aussitôt, Marie constate que leur seule sortie est bloquée. Elle ordonne à Arthur de couvrir sa bouche avec son mouchoir pour ne pas inhaler trop de fumée. Apercevant une fenêtre, elle lui dit de l'utiliser pour s'échapper et promet de le soulever jusqu'à l'ouverture. Arthur refuse d'abord, incapable de se résoudre à la laisser derrière lui. Mais Marie insiste, lui assurant qu'elle ira bien et qu'elle trouvera une autre issue une fois qu'il sera en sécurité. Une explosion proche secoue la structure, rendant l'air irrespirable et la visibilité presque nulle. Marie, déterminée, se jure silencieusement de sauver Arthur, même au prix de sa propre vie. Non, elle ne l'abandonnera pas sans lui dire ce qu'elle ressent depuis le début. Elle lui confie alors qu'elle a vraiment apprécié le temps passé à ses côtés et qu'il est, pour elle, quelqu'un de très spécial. Elle ment en ajoutant qu'il ne doit pas s'inquiéter pour elle, car son corps métallique peut résister aux flammes. Elle le supplie de s'enfuir et de venir la chercher plus tard, prétendant qu'elle pourra simplement être réinitialisée une fois réparée. À contre-cœur, Arthur accepte et grimpe par la fenêtre. Une fois dehors, il crie qu'il reviendra la sauver. À l'intérieur, Marie s'effondre finalement, asphyxiée par la fumée. Alors que sa conscience s'éteint, elle se sent coupable de lui avoir menti, mais reconnaissante d'avoir pu le protéger jusqu'au bout. Quand elle rouvre les yeux, elle est stupéfaite de se trouver allongée sur un lit. Arthur est assis à son chevet et lui explique qu'il a immédiatement appelé Roy et qu'ils ont réussi à la sauver à temps. Aucune réinitialisation n'a été nécessaire. Marie ressent un immense soulagement, même si son visage demeure impassible. Arthur la regarde longuement, tenté de lui poser une question sur le sourire qu'il a cru voir dans l'incendie. Finalement, il se ravise, au grand soulagement de Roy. Il se convainc que ce sourire n'était qu'une hallucination causée par la fumée. Et pourtant, alors qu'il détourne les yeux, une pensée douloureuse lui traverse l'esprit. Tomber amoureux de Marie n'a aucun sens. Après tout, elle n'est qu'un robot. Et même si elle ne l'était pas, le jour de la fête, tous les domestiques s'affairent aux derniers préparatifs. Arthur finit par réprimander le serviteur responsable après avoir découvert que plusieurs tâches restaient inachevées, alors que celui-ci affirmait que tout était prêt. À cause de sa profonde aversion pour les menteurs, Arthur le renvoie sur le champ. Marie s'empresse d'aller chercher les chaises manquantes, ce qui lui vaut les félicitations d'Arthur. En quelques instants à peine, les invités commencent à arriver dans le jardin où la réception se tient. Marie observe les environs et réalise que toutes les personnes présentes sont des figures connues. Arthur lui confie que cet événement est crucial et qu'il ne peut se permettre la moindre erreur en tant qu'héritier de son père. Saisissant le sens de ces paroles, Marie promet de surveiller toute personne suspecte qui tenterait de gâcher la soirée. Arthur approuve, mais ajoute qu'il a une tâche encore plus importante à lui confier. Se penchant pour lui murmurer à l'oreille, il lui ordonne de se débarrasser de tous les poivrons, car il les déteste.
Marie accepte, bien décidée à le faire discrètement. À ce moment-là, la tante d'Arthur, Charlotte, l'appelle. Arthur accueille sa tante et son oncle avec un grand sourire. Marie les observe avec curiosité, car elle pensait que tous les membres de la famille d'Arthur souhaitaient sa mort. Pourtant, Karl et Charlotte semblent sincèrement heureux de le voir. Roy glisse doucement à Marie que ces deux-là sont les seuls membres de la famille qui soutiennent pleinement Arthur. Charlotte remarque qu'Arthur paraît plus heureux que d'habitude et lui demande si quelque chose est arrivé. Fier, Arthur déclare que son entreprise a fait une avancée majeure. Ils ont enfin créé la parfaite domestique robotique. Il désigne Marie d'un geste, la présentant fièrement. Charlotte est aussitôt captivée et s'approche pour l'examiner de plus près. Plus elle l'observe, plus Marie semble humaine. Sous le regard perçant de Charlotte, Marie commence à paniquer, craignant que sa véritable nature ne soit découverte. Réagissant rapidement, Roy la tire à l'écart sous prétexte de lui confier davantage de tâches. Marie se met alors à équilibrer plusieurs plateaux et à pousser un chariot chargé d'une haute tour de verre, impressionnant les invités par son habileté. Alors qu'elle travaille, le chat de Charlotte bondit soudainement vers le chariot. Marie réagit avec une rapidité étonnante. Elle attrape le chat en plein vol et stabilise les verres avant qu'il ne se renverse. Karl félicite Marie pour son équilibre remarquable, et Roy explique qu'elle est équipée d'un système d'amortissement de choc très avancé. La fête se poursuit sans encombre. Marie accomplit tranquillement l'étrange demande d'Arthur concernant les poivrons en les mangeant discrètement avant que les plats n'arrivent sur les tables. Malheureusement, elle en laisse tomber un sans s'en rendre compte. Le chat aperçoit le poivron tomber et commence à jouer avec. À l'autre bout du jardin, un intrus parvient à échapper à la sécurité. Mais avant qu'il ne fasse un pas de plus, Marie le neutralise d'un coup précis et le met hors d'état de nuire. Par précaution, elle décide de patrouiller le reste du domaine à la recherche d'autres individus suspects. Alors qu'elle fouille les alentours, elle sent soudain une présence juste derrière elle. Réagissant par instinct, elle saisit la personne et la projette par-dessus son épaule pour découvrir qu'il s'agit d'Arthur. Elle l'aide aussitôt à se relever et l'escorte jusqu'à son bureau, où il s'installe, posant la tête sur ses genoux. Arthur avoue qu'il voulait simplement échapper à la foule un instant, épuisé d'avoir dû divertir les invités. Alors qu'il se détend, Marie lui caresse doucement la tête, mais elle se fige lorsqu'Arthur saisit soudain sa main, se redresse et la tire contre lui pour la remercier sincèrement. Surprise, Marie recule brusquement. Elle déclare que puisqu'il s'est rétabli, elle doit retourner à ses fonctions. Arthur la regarde s'éloigner avec une déception silencieuse. Aucun d'eux ne remarque que Charlotte a assisté à toute la scène et que ses soupçons grandissent quant à la véritable nature de Marie. Peut-être n'est-elle pas une simple androïde après tout. De retour dans le jardin, Marie tente tant bien que mal de calmer les battements rapides de son cœur, troublée par ses propres réactions. Roy lui demande de servir de l'eau aux invités, mais elle laisse tomber un verre qui se brise en 1000 morceaux. En voulant en préparer un autre, elle renverse toute une carafe sur Roy. Soupirant, celui-ci la renvoie momentanément, craignant qu'elle ne trahisse leur couverture si elle continue dans cet état de distraction. Coupable, Marie s'éloigne vers un coin isolé du jardin. Avant de tourner à l'angle, elle aperçoit un homme accroupi en train de manipuler quelque chose. En réalisant qu'il est en train de poser de la dynamite, Marie se précipite, détruit le détonateur d'un coup et envoie l'homme valser à travers les buissons d'un puissant coup de pied. Malheureusement, elle oublie que la fête se déroule de l'autre côté de ces mêmes buissons. Les invités poussent des cris de stupeur lorsque Marie surgit soudainement, projetant l'inconnu inconscient en pleine vue. La panique gagne la foule jusqu'à ce qu'Arthur intervienne rapidement et déclare que cet homme n'était pas un invité, mais un intrus qui prévoyait de faire exploser une bombe. Il annonce fièrement que Marie vient de sauver tout le monde. Les invités éclatent en applaudissements, impressionnés par son sang-froid et son courage. Karl remarque à quel point Arthur accorde une grande confiance à Marie, tandis que Charlotte observe silencieusement, pensant que peut-être Marie sera celle qui apprendra à Arthur à faire confiance aux autres à nouveau. Depuis le toit, Maynard regarde la scène de louange en contrebas et jure de colère. Tandis qu'il fulmine en évoquant sa vengeance prochaine, il perd l'équilibre et tombe. Plus tard dans la soirée, Arthur se tient sur le balcon de son bureau, contemplant la vue en contrebas. Marie finit par apparaître, vêtue de la robe élégante qu'il avait choisie pour elle.
car il souhaitait la voir dans autre chose que son uniforme de domestique. Souriant, Arthur lui prend la main et l'invite à profiter du reste de la soirée à ses côtés. Incertaine, Marie retire doucement sa main et s'incline avec gêne, murmurant qu'elle est désolée d'avoir presque gâché la fête. Arthur lui dit qu'elle a travaillé très dur toute la journée et qu'elle a même éliminé tous les poivrons rien que pour lui. Il lui sourit, avouant qu'il lui en est sincèrement reconnaissant. Marie le fixe en silence. Une étrange chaleur envahit sa poitrine, et pour la première fois, elle ressent un irrésistible désir de le servir pour toujours. Ignorant ses pensées, Arthur médite à voix haute, disant qu'il doit être agréable d'être un robot, puisqu'il n'est pas nécessaire de manger. Curieux, il demande ensuite comment elle se recharge. Paniquée, Marie laisse échapper qu'elle fonctionne avec une double batterie. Personne ne croirait une telle chose. Mais à sa grande surprise, Arthur la prend au sérieux et la contemple longuement avant de murmurer doucement que, ce soir, elle ressemble davantage à une véritable jeune fille. Avant que Marie ne puisse répondre, Arthur se penche vers elle et dépose un baiser délicat sur son front. Brusquement, elle le repousse et s'enfuit vers la serre. Elle s'inquiète qu'Arthur ait peut-être découvert son secret, qu'elle est humaine. À l'extérieur, Roy garde le silence, le visage assombri par l'inquiétude. Le lendemain matin, Marie se ressaisit pour une nouvelle journée de travail. Elle redoute de croiser Arthur après les événements de la veille, mais se persuade qu'il n'a pas pu voir clairement son visage dans l'obscurité. En entrant dans la salle à manger, elle décide de lui dire qu'un dysfonctionnement l'a poussée à le repousser. Elle pousse un chariot de nourriture et commence sa routine habituelle. Arthur la salue chaleureusement, comme si rien ne s'était passé. Marie se demande s'il a tout simplement oublié. Lorsqu'elle ne lui rend pas son salut, Arthur fronce les sourcils et questionne son silence. Cherchant désespérément quoi répondre, Marie reste figée, tandis que Roy, qui observe la scène, commence à paniquer. Une mouche passe soudain devant eux, et Arthur comme Marie tendent la main en même temps pour l'attraper. Leurs visages se retrouvent à quelques centimètres l'un de l'autre, faisant rougir Arthur, tandis que Marie panique intérieurement et s'éloigne raide, tentant de paraître mécanique. Elle marmonne qu'Arthur agit bizarrement aujourd'hui, mais il se contente de lui demander d'apporter du café dans son bureau. Lorsqu'elle obéit, il ne peut s'empêcher de la regarder longuement. Au fil de la journée, Arthur se montre plus doux avec elle, lui proposant de porter certaines choses et allant même jusqu'à lui prendre la main. Marie décide qu'elle doit agir de manière plus robotique pour éviter tout soupçon, mais Arthur ne fait que la regarder s'éloigner, intrigué par sa démarche étrangement mécanique. Dans la salle de repos, Roy appelle Marie et l'informe qu'elle est relevée de ses fonctions avec effet immédiat. Il lui explique qu'Arthur devient de plus en plus méfiant depuis la veille et que ce n'est qu'une question de temps avant que son secret ne soit découvert. Marie se fige, incapable de comprendre pleinement ses paroles. Roy tente de la rassurer en lui disant qu'il continuera à veiller sur elle, mais insiste sur le fait qu'elle doit trouver du travail ailleurs avant qu'Arthur ne découvre la vérité. Marie a du mal à accepter l'idée de partir. Elle s'est attachée à Arthur. Désespérée, elle supplie Roy, lui promettant de faire de son mieux pour ne pas se faire démasquer. Roy lui dit qu'Arthur l'aime beaucoup. S'il apprend un jour qu'elle est humaine, cela le briserait. Il lui rappelle à quel point Arthur déteste le mensonge et souligne que continuer à lui mentir doit forcément lui faire mal à elle aussi. Marie réalise qu'elle n'a aucun argument à lui opposer. Roy poursuit, lui annonçant qu'il a déjà trouvé sa remplaçante, une véritable domestique robot. Quelques instants plus tard, Marie II, le nouveau modèle, traverse les couloirs avec une précision mécanique jusqu'à atteindre le bureau d'Arthur. En entrant, elle se présente comme une version améliorée de Marie et démontre immédiatement ses capacités en attrapant et éliminant une mouche avec une rapidité stupéfiante. Arthur la fixe, incrédule, jusqu'à ce que Roy s'avance aux côtés de la machine pour expliquer qu'avec ses systèmes de combat et d'efficacité perfectionnés, Marie II est la domestique idéale pour le servir. Pendant ce temps, la vraie Marie fait silencieusement ses bagages, ne possédant que très peu d'affaires, tandis qu'Arthur teste la fonction « oreiller de genou » de Marie II, accompagnée d'une musique d'ambiance. Aux grilles du domaine, Roy presse Marie de partir avant qu'Arthur ne s'en aperçoive. Elle lui promet de laver et de rendre son uniforme malgré son insistance pour qu'elle le garde. Pour elle, cet uniforme est un symbole de tout ce qu'elle est sur le point de perdre. Un rappel qu'elle n'a jamais été destinée à rester aux côtés d'Arthur.
Alors qu'elle s'apprête à partir, Arthur apparaît soudain, le visage empreint d'un mélange de confusion et de colère. Il exige de savoir ce qui se passe et pourquoi elle est remplacée si brusquement. Marie, gardant son ton habituellement calme, explique que puisqu'il existe désormais une domestique robot plus récente et plus performante, il est temps pour elle de se retirer. Mais Arthur ne la croit pas. Sa frustration grandit à mesure qu'il cherche les mots justes, tentant d'exprimer qu'il la veut, elle, précisément. Avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit, Marie II surgit soudainement derrière Arthur. Ses capteurs se verrouillent sur Marie et l'identifient comme une menace. Marie ordonne à Roy et à Arthur de s'éloigner, juste au moment où le robot se jette en avant. Elle parvient à bloquer la première attaque, mais est aussitôt projetée en arrière sous la puissance du choc. Elle comprend vite que la force de Marie II dépasse largement la sienne. Alors qu'elle se prépare à encaisser le coup final, Arthur se précipite devant elle pour la protéger de l'impact. Roy pousse un cri d'horreur lorsque le coup atteint le dos d'Arthur. Submergée par la rage et le désespoir, Marie rassemble chaque once de force qui lui reste. D'un coup de pied féroce, elle brise Marie II en deux. La machine s'effondre lourdement au sol. Arthur se précipite vers Marie, la voix tremblante d'inquiétude, et lui dit qu'il sait déjà tout. Roy se fige, pris de panique, craignant que leur secret ne soit découvert. Cependant, la compréhension d'Arthur est loin de la vérité. Il croit que Marie a simplement subi une défaillance et que Roy avait préparé Marie II pour la remplacer. Arthur insiste sur le fait qu'il peut payer tous ses frais de maintenance, déterminé à la garder à ses côtés. Marie le rassure rapidement en prétendant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'elle a déjà été réparée. Arthur lui adresse un sourire chaleureux, la prend doucement dans ses bras et lui demande de rester toujours auprès de lui. Marie avoue à voix basse qu'elle le souhaite aussi. Pendant un instant, tous deux sont comblés de bonheur. Plus tard, dans la cuisine, Roy remercie Marie pour tous ses efforts et pour avoir enfin redonné le sourire à Arthur, un sourire qu'il n'avait plus eu depuis longtemps. Marie promet de continuer à travailler dur et d'éviter toute erreur pouvant révéler sa véritable identité. Un bruit mécanique retentit soudain dans la pièce. Marie se retourne et voit Marie II entrer dans la cuisine, rutilante et entièrement opérationnelle. Le robot annonce qu'il a été réparé et mis à jour. Roy explique qu'il souhaite désormais que les deux maris travaillent ensemble pour protéger Arthur. Marie II s'incline poliment et déclare qu'elle a hâte de collaborer avec elle. Mais Marie ne peut que la regarder en silence, figée face à ce... Un jour, un groupe d'hommes déguisés en employés de Manners complote secrètement des moyens d'assassiner Arthur. Cependant, Marie et Marie II les surprennent en pleine discussion. Les hommes tentent de s'enfuir, mais Marie II déploie rapidement un filet qui les emprisonne sans effort. Dans un autre manoir, Manner, furieux, maudit sa malchance en réalisant qu'il commence à manquer d'assassins à engager. Pendant ce temps, Arthur repose sa tête sur les genoux de Marie, murmurant d'un ton las que les humains sont décidément peu fiables et que la seule personne dont il ait vraiment besoin, c'est elle, persuadée, bien sûr, qu'elle n'est qu'un simple robot. Non loin de là, Marie II entame son processus de recharge. Arthur se souvient alors que Marie doit aussi se recharger et lui tend avec un sourire attendri une pile double A, en disant que c'est sa préférée. Intrigué, il lui demande comment elle se recharge exactement, avouant qu'il aimerait bien le voir de ses propres yeux. Marie panique intérieurement, réalisant qu'elle n'a aucune idée de la façon de simuler cela. Dans un élan de désespoir, elle met la pile dans sa bouche et fait semblant de se recharger. Roy, qui observe la scène depuis l'encadrement de la porte, est persuadé que son secret va être révélé. Mais lorsqu'Arthur murmure à quel point Marie est adorable en train de se recharger, Roy comprend à quel point Arthur peut être idiot lorsqu'il s'agit d'elle. Plus tard, Arthur confie à Roy qu'il trouve la sécurité du manoir un peu trop relâchée ces derniers temps. Roy lui répond que c'est surtout parce qu'Arthur renvoie les employés sur un coup de tête. Il lui suggère de faire une pause, rappelant que son père aussi savait se reposer quand il dirigeait l'entreprise, tout en omettant de préciser que ce « repos » impliquait souvent la compagnie de plusieurs femmes. Arthur réfléchit à ce conseil, puis demande à Marie si elle possède un mode amour ou un mode priorité. Marie se fige, sous le regard attentif d'Arthur et de Roy, ne sachant quoi répondre. Peu après, elle se retrouve à accompagner Arthur en ville, essayant maladroitement de jouer le rôle de sa compagne. D'une voix mécanique, elle déclare « Je t'aime »
convaincu d'avoir totalement échoué. Mais Arthur, lui, est secrètement aux anges. Il lui dit d'arrêter de l'appeler « maître » et de parler plus naturellement lorsqu'ils sont dans ce mode. Avec difficulté, Marie parvient à prononcer son prénom, ce qui fait battre le cœur d'Arthur un peu plus fort. Alors qu'ils marchent côte à côte, Marie se souvient d'un conseil de son professeur. Pour devenir forte, il faut apprendre de ceux qui le sont déjà. Appliquant cette logique à sa situation, elle en conclut que pour devenir une parfaite amoureuse, elle doit observer de vrais couples. Elle en aperçoit justement un non loin. Une jeune fille invite tendrement son petit ami à prendre le thé avec elle. Imitant la jeune fille, Marie invite Arthur à prendre le thé, choisissant exactement le même salon où le couple vient d'entrer. En remarquant la fille serrer tendrement son petit ami dans ses bras, Marie essaie de reproduire le geste. Mais sa force surhumaine finit par écraser Arthur dans une étreinte beaucoup trop puissante. Une fois assis, Marie s'excuse maladroitement, mais son attention reste fixée sur le couple. Lorsqu'elle voit la jeune femme donner une bouchée à son compagnon, elle comprend qu'elle peut faire la même chose sans problème. Arthur trouve son comportement étrangement attendrissant. Il prend doucement sa main pour guider la friandise jusqu'à sa bouche. Pour la remercier, il lui tend à son tour une pile qu'il lui fait manger, comme un gâteau, sous les regards horrifiés des clients, persuadés d'assister à une scène de maltraitance domestique. Il quitte finalement le café, tandis que le regard de Marie reste rivé sur le couple qui marche devant eux. Elle observe la tendresse naturelle de leurs gestes, fascinée. Arthur, ignorant qu'elle les suit des yeux, remarque quelques petites barques amarrées le long de la rivière. En voyant où se porte son attention, Marie lui rappelle qu'elle pourrait tomber en panne si elle venait à tomber à l'eau, cachant en réalité qu'elle ne sait pas nager. Un air inquiet traverse le visage d'Arthur, qui se met à penser que Roy pourrait la lui retirer si elle venait à se dérégler. Tandis qu'il rumine cette idée, Marie poursuit son observation du couple. Elle les voit cette fois s'offrir un petit cadeau et en conclut que ce genre de geste fait partie du bonheur amoureux. Quand elle les voit s'embrasser, elle décide aussitôt que c'est une chose qu'elle ne peut pas reproduire. À la place, elle cueille doucement un trèfle à 4 feuilles dans l'herbe et le tend à Arthur, expliquant que c'est un cadeau censé lui porter bonheur. Arthur reste silencieux, ce qui pousse Marie à croire que son présent n'a aucune valeur. Mais il prend délicatement le trèfle entre ses doigts et lui dit que ce n'est pas le prix d'un cadeau qui compte, mais la sincérité de celui qui l'offre. Alors qu'il traverse le parc, il remarque que presque tous les couples se tiennent la main. Arthur, un peu hésitant, lui demande s'ils peuvent faire de même et lui montre doucement comment s'y prendre. Marie entend alors quelqu'un remarquer à quel point il y a beaucoup de couples ce jour-là, et elle commence à se demander si, un jour, Arthur rencontrera une fille gentille qui saura le rendre heureux. À la tombée de la nuit, Arthur la conduit jusqu'à une vieille église, lui avouant qu'il y venait souvent avec ses parents. Soudain, il lui demande s'il peut l'embrasser. Marie se fige, le visage impassible mais l'esprit en panique. Elle sait qu'elle est censée accepter, pourtant quelque chose en elle résiste. Alors qu'Arthur se penche lentement vers elle, Marie aperçoit un projectile foncer droit sur eux. En une fraction de seconde, elle l'attrape par le bras et le tire hors du coin de l'œil. Marie aperçoit un mouvement sur le toit de l'église. Elle ordonne aussitôt à Arthur de rester sur place pendant qu'elle s'en charge. En montant, elle se retrouve face à face avec Noah, qui semble plus intrigué par ses capacités que par sa véritable cible. D'un ton presque amusé, il lui demande si elle est la petite amie d'Arthur. Marie réplique sèchement qu'elle n'est que son assistante. Elle passe aussitôt à l'attaque, mais comprend vite à quel point Noah part et esquive avec une aisance déconcertante. Son calme et sa vitesse prouvent qu'il n'a rien d'un adversaire ordinaire. En contrebas, elle entend Arthur l'appeler. Elle tourne la tête pour lui dire de rester en arrière, mais Noah réapparaît soudain derrière elle et, avec un sourire provocateur, lui souffle qu'il l'aime bien. D'une simple poussée, il la précipite dans le vide. Marie réalise qu'elle chute, mais avant qu'elle ne touche le sol, Arthur la rattrape in extremis. Elle s'excuse d'avoir laissé Noah s'échapper, se blâmant intérieurement d'avoir échoué à la fois comme garde du corps et comme fausse amante. Alors que ses pensées s'enchaînent dans un tourbillon de culpabilité, Arthur s'approche doucement et dépose un baiser sur sa joue, murmurant que leur véritable baiser pourra attendre qu'elle réactive son mode amoureux. Marie l'avertit qu'elle ne pourra pas l'utiliser souvent, car ce mode consomme énormément d'énergie. À ces mots,
Arthur prend un air sombre et appelle discrètement Roy pour qu'il vienne les chercher. Le lendemain à l'école, l'esprit de Marie reste hanté par l'image de Noah. Elle se jure de le neutraliser la prochaine fois qu'ils se croiseront. Ses pensées sont brusquement interrompues lorsque le professeur présente un nouvel élève transféré. Sous les regards curieux de la classe, Noah entre joyeusement et se présente avec un large sourire. Dehors, Ménard marmonne qu'il espère enfin que Noah accomplira sa mission. En classe, le nouveau venu charme rapidement toutes les filles par son aisance et son allure confiante. Marie, elle, ne perd pas une seconde. Elle quitte la salle sans un mot, décidée à retrouver Arthur pour le prévenir qu'un assassin s'est infiltré dans leur école. Mais à peine dans le couloir, Noah apparaît soudain à ses côtés, lui demandant si elle compte assister à sa fête de bienvenue. Sans hésiter, Marie l'attaque, lançant qu'on ne l'a invité nulle part. Noah bloque aisément ses coups et contre-attaque, ajoutant que les gens la craignent à cause de son absence totale d'émotion. Il attrape alors son visage d'une main et lui dit qu'il veut déformer cette expression impassible sous la douleur, avouant qu'il est tombé amoureux d'elle dès leur première rencontre. Marie se libère violemment, convaincue qu'il est fou. Lorsqu'elle exige de connaître ses véritables intentions, Noah sort une épaisse pile de documents, des photos, des dossiers et des rapports retraçant son passé de combattante entraînée. Chaque trace de cette ancienne vie aurait dû être effacée par Roy lorsque Marie avait endossé son rôle de domestique robotique. Noah lui explique que son véritable cadeau n'est pas matériel, mais qu'il réside dans le temps et les efforts qu'il a consacrés à dévoiler ses secrets. Les paroles du jeune homme lui soulèvent le cœur. Elle trouve son obsession profondément dérangeante. Il lui demande alors pourquoi elle a choisi de se cacher derrière l'identité d'une servante mécanique. Marie, méfiante, lui demande ce qu'il attend réellement d'elle. Noah lui répond, avec un sourire d'une innocence déconcertante, qu'il souhaite simplement qu'ils s'entendent bien. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Arthur surgit, exigeant de savoir ce que Noah veut à Marie. D'un ton désinvolte, Noah prétend qu'il observait simplement quelques photos intéressantes. Craignant qu'Arthur ne voie de quoi il s'agit, Marie se retourne vivement et fait semblant de jouer le jeu de Noah. Celui-ci pose alors une main sur son épaule, affichant un air satisfait, et déclare qu'il semble bien qu'elle le préfère à Arthur. La remarque attise aussitôt la colère d'Arthur, qui lui ordonne de retirer sa main, affirmant que Marie le déteste. Noah se tourne vers elle et lui demande si c'est vrai. Réfléchissant à toute vitesse, Marie répond qu'elle souhaite simplement rester en bons termes avec lui, puisqu'il détient des informations précieuses. Ravi, Noah s'exclame avec audace que Marie lui appartient désormais. Exaspéré, Arthur l'accuse de lui bourrer la tête de sottises. Il le provoque alors en duel, le prix étant rien de moins que Marie elle-même. Mais soudain, le chaos éclate. Un groupe de poules affolées traverse la cour, poursuivi par quelques étudiants paniqués. Toby arrive en courant et explique que 7 poules du laboratoire de recherche se sont échappées. Voyant une occasion amusante, Noah claque des doigts et propose de régler leur duel en voyant qui attrapera le plus de poules. Arthur accepte aussitôt, tandis que Toby, naïf, croit simplement qu'ils veulent l'aider à récupérer les animaux. Arthur en attrape une sans difficulté. Quelques filles, non loin, remarquent son adresse et se mettent à chuchoter avec admiration. Impassible, Arthur commente que les animaux sont bien plus dignes de confiance que les êtres humains. Cette remarque fait naître en Marie une inquiétude silencieuse. Jusqu'où va donc sa méfiance envers les gens? Après avoir déposé la poule dans une charrette où en reposent déjà 2 autres, Arthur se tourne vers elle. Lorsqu'elle lui propose son aide, il lui répond doucement de le laisser la protéger cette fois. Les filles, en retrait, poussent des soupirs émus devant la tendresse de la scène et la délicatesse de ses gestes. Entendant le cri d'une poule affolée, Arthur s'élance aussitôt à sa poursuite. Pendant ce temps, Noah choisit une autre stratégie. Il demande à des étudiants de l'aider à attraper les dernières. Marie s'exclame que sa méthode est injuste, mais Noah, avec un sourire malin, lui rappelle qu'ils n'ont jamais fixé de règle interdisant de demander de l'aide. Noah aperçoit bientôt 3 poules blotties non loin et tente de s'en approcher discrètement. Mais les volatiles s'enfuient aussitôt dans toutes les directions. En observant la scène, Marie en vient à la conclusion que même les animaux perçoivent à quel point Noah est déséquilibré, peu importe le charme qu'il tente d'afficher. Décidé à ne pas se laisser distancer, Noah dégaine l'un de ses outils d'assassin et, d'un geste précis, capture les 3 poules en un seul mouvement, égalant ainsi le score d'Arthur.
Une étudiante lui signale alors qu'une autre poule a été aperçue dans le jardin, juste devant la cafétéria. Noah s'y précipite, mais découvre qu'Arthur est déjà lancé à la poursuite du même oiseau. Saisie par la tension entre les deux garçons, la poule détale et s'enfonce dans un épais buisson, rendant la tâche d'Arthur presque impossible. Noah, grâce à son œil exercé, repère rapidement sa position et s'élance à sa suite. Arthur, refusant de perdre, fonce derrière lui. Marie, qui observe la scène à distance, sent l'inquiétude la gagner. Et si Arthur perdait du terrain? Réagissant sans réfléchir, elle grimpe à un arbre voisin pour mieux voir et commence à lui crier des indications afin de le guider. Mais à peine a-t-elle repéré la cachette de la poule et crié à Arthur où aller, que la branche sous ses pieds cède. Elle chute brutalement et s'écrase dans le lac en contrebas. Sans la moindre hésitation, Arthur abandonne la course et plonge dans l'eau pour la secourir. Noah, arrêté net, regarde tour à tour le lac et la poule avant de rester figé, indécis. Sous la surface, Marie coule lentement, impuissante, jusqu'à ce qu'Arthur la rejoigne et la ramène hors de l'eau. Il la dépose avec précaution sur l'herbe, le souffle court, et lui assure avec empressement qu'il va prévenir Roy pour la réparer immédiatement. Marie garde les yeux fermés, mais elle entend la panique dans sa voix, sent la chaleur de ses mains tremblantes. Se jugeant indigne d'avoir failli à son rôle de protectrice, elle est pourtant profondément émue par son inquiétude sincère. Lorsqu'une larme d'Arthur tombe sur sa joue, elle ouvre doucement les yeux et murmure qu'elle va bien. À cet instant, un étudiant arrive en courant pour annoncer que Noah a capturé la dernière poule. Noah s'avance, tenant l'oiseau dans ses bras. Mais au lieu de triompher, il déclare qu'Arthur est le véritable vainqueur, car lui seul a su abandonner la compétition pour sauver ce qui comptait réellement à ses yeux. Alors que Noah s'éloigne, Marie et Arthur regagnent silencieusement le manoir. Roy les y attend et gronde aussitôt Marie pour sa témérité. Et pourtant, bien que ce soit elle qui ait failli se noyer, c'est Arthur qui, quelques heures plus tard, quelques minutes plus tard, la tension atteignit son paroxysme. Roy faisait face à Marie, la lame d'un couteau pressée contre sa gorge, le regard brûlant de colère. Il la réprimanda violemment pour avoir laissé Arthur tomber malade, qualifiant cela d'erreur presque impardonnable. Calme et résignée, Marie accepta la situation. Elle déclara que son seul regret serait qu'Arthur découvre un jour la vérité sur elle. Surpris, Roy abaissa alors la lame, révélant qu'il ne s'agissait en réalité que d'un simple couteau-jouet. Il demanda ensuite comment quiconque pourrait apprendre la vérité, puisqu'il avait effacé toute trace de son passé. Sans répondre directement, Marie affirma que ce qui importait désormais, c'était la santé d'Arthur. Elle promit de faire tout ce qui était nécessaire pour l'aider à se rétablir. À ce moment-là, Roy changea de ton et la conduisit dans une pièce où il lui montra une mystérieuse valise. Il expliqua que le père d'Arthur disait souvent que cet appareil pouvait guérir n'importe quoi, bien qu'il n'ait jamais su ce qu'il contenait réellement. Marie observa l'objet avec une inquiétude mêlée de curiosité. Un peu plus tard, elle entra dans le bureau d'Arthur et le trouva en train d'étudier malgré son rhume. Inquiète, elle lui demanda de se reposer, mais il refusa, expliquant qu'il devait continuer à travailler pour le conseil des étudiants et préparer la célébration de l'anniversaire de l'école. Arthur ajouta qu'en tant qu'hôte et représentant, il se sentait responsable de ne pas décevoir ceux qui lui faisaient confiance. Une charge semblable à celle qu'il portait comme héritier de la société Seats. Admirative de sa détermination, Marie le regarda s'éloigner pour aller chercher quelques documents. Restée seule avec ses pensées, elle prit alors une décision. Elle ferait tout pour l'aider. De retour dans sa chambre, elle ouvrit sa valise et contempla longuement son contenu, incertaine. Elle doutait qu'un objet aussi étrange puisse réellement servir à quoi que ce soit. Plus tard dans la nuit, Marie entra dans la chambre d'Arthur vêtue d'un uniforme d'infirmière, le laissant complètement stupéfait. Dans son esprit, Arthur se demanda si cette tenue pouvait vraiment guérir les hommes de la famille Seats, sans comprendre comment cela pouvait fonctionner. Avant qu'il ne puisse réagir, Marie le poussa doucement sur le lit, insistant pour qu'il se repose. Désorienté, Arthur se demanda s'il délirait ou si elle avait activé une sorte de mode infirmière.
Il tenta de chasser ses pensées absurdes et se contenta de la laisser faire son travail. Avec précaution, Marie posa son front contre celui d'Arthur pour vérifier sa température. Gêné, Arthur se recula légèrement, murmurant que ce geste lui paraissait trop intime. Paniquée, Marie improvisa une excuse. Elle affirma qu'il y avait un capteur thermique dans son front. À sa grande surprise, Arthur la crut sans hésiter. Intérieurement, Marie conclut qu'il était bien plus naïf qu'elle ne l'avait imaginé. Voyant à quel point il transpirait et paraissait fiévreux, elle lui proposa de l'aider à se changer. Lorsqu'il ôta sa chemise, elle tenta de rester impassible, se répétant qu'il était un robot et qu'elle n'avait aucune raison d'être troublée. Mais en apercevant les cicatrices qui marquèrent son dos, son expression se figea. Arthur lui avoua qu'il évitait toujours de montrer ces marques, souvenir des dangers qu'il avait affrontés depuis l'enfance, et il ajouta qu'il savait qu'elle ne disparaîtrait jamais. Émue, Marie le serra dans ses bras, lui promettant de ne plus jamais laisser personne le blesser. Arthur sentit qu'avec elle, il pouvait enfin montrer sa vulnérabilité, chose qu'il ne s'était jamais autorisée auparavant. Encore étourdi, il murmura qu'il devait sûrement halluciner, incapable de comprendre ce qu'il ressentait. Un peu plus tard, dans les couloirs du manoir, 2 domestiques chuchotaient qu'Arthur était gravement malade, au bord de la mort. Marie apparut derrière eux, et en entendant leur moquerie à propos de sa tenue, elle n'hésita pas une seconde. Elle donna un coup de pied à l'un et assomma l'autre avec un vase. Elle constata alors que la décoration du manoir se prêtait parfaitement à ce genre de situation. Puis, elle aperçut un autre domestique montant l'escalier menant à la chambre d'Arthur. Sans réfléchir, elle fit basculer tout l'escalier sur lui. Après cela, elle rejoignit la chambre d'Arthur, s'excusa pour le vacarme et lui assura qu'il pouvait désormais se reposer en toute tranquillité. Arthur prit sa main et, le regard sincère, la remercia de ne pas l'avoir laissée seule. Il avoua qu'il faisait toujours semblant d'aller bien, même s'il détestait mentir, mais qu'avec elle, il pouvait enfin être honnête. Marie sentit le poids de ses propres mensonges lui peser, mais son désir de rester à ses côtés ne fit que grandir. Dans son esprit, elle tenta de comprendre ce sentiment étrange et brûlant qui la consumait peu à peu. Pendant ce temps, au manoir Ménard, la scène se déplaçait vers un sombre. Ménard descendit les escaliers à la recherche de Noah, l'inquiétude pesant sur ses épaules. Lorsqu'il le trouva enfin, il lui reprocha d'apparaître toujours sans prévenir. Puis, d'un ton sec, il demanda s'il avait apporté ce qu'ils avaient convenu. Noah lui tendit alors le téléphone d'Arthur, affirmant que la vidéo avait déjà été effacée et qu'il pouvait désormais tuer Arthur sans le moindre remords. Mais Ménard le corrigea aussitôt. Il ne voulait pas qu'Arthur meure maintenant. Il voulait qu'il reste en vie, pour pouvoir le tuer de ses propres mains. Dans ses yeux brûlait une haine personnelle, profonde et dévorante. Quelques jours plus tard, le manoir d'Arthur resplendissait de lumière et de musique à l'occasion de son anniversaire. Un somptueux bal masqué avait réuni une foule d'invités illustres venus lui rendre hommage. Marie, apaisée, se réjouissait de voir qu'Arthur s'était complètement rétabli. Il s'approcha d'elle avec un sourire et lui demanda, d'un ton taquin, si elle n'était pas fatiguée. « C'est vrai, c'est un peu idiot de poser cette question à un robot, » plaisanta-t-il, avant de lui tendre une poignée de batterie. « Je veux que toi aussi, tu profites de la fête. » Marie esquissa un sourire reconnaissant et le remercia doucement. Mais l'ambiance changea brusquement lorsque Noah fit son entrée, déguisé, affichant un enthousiasme forcé. Arthur se raidit aussitôt. Et lorsque Noah prit Marie dans ses bras pour la saluer, Arthur demanda avec une ironie glaciale aux invités si quelqu'un, par hasard, portait une arme ou un objet pointu avec son costume. Avant que la tension ne s'aggrave, un vieux politicien s'approcha d'eux. Marie le reconnut immédiatement pour l'avoir déjà vu à un autre événement. Arthur changea alors d'attitude, le salua avec courtoisie et s'éloigna pour discuter avec lui, demandant à Marie de l'attendre un instant. De son côté, Noah prétendit vouloir aller chercher à manger, mais Marie, méfiante, décida de le suivre discrètement. Elle s'approcha d'un invité portant le même costume que Noah et portant un plateau débordant de nourriture. Intriguée, elle fit remarquer que c'était un peu trop pour une seule personne. L'homme, surpris, lui expliqua qu'il n'était pas Noah. Il avait simplement emprunté son costume. Puis il lui montra du doigt plusieurs enfants vêtus de tenues identiques, précisant que Noah les avait aidés à se déguiser ainsi. C'est alors que Marie comprit qu'elle avait été dupée.
Sans perdre une seconde, elle contacta Roy par son communicateur et lui demanda de localiser Arthur grâce au GPS. Roy l'informa qu'Arthur se trouvait dans une pièce au bout du couloir, reliée à une autre, et lui promit de la guider. Pendant ce temps, Arthur et le politicien marchaient lentement dans un long couloir, discutant de sujets sérieux. Soudain, Noah surgit de l'ombre et lui injecta quelque chose. Arthur commença aussitôt à vaciller, la tête lui tournant. Paniqué, le politicien s'excusa avant de s'enfuir, balbutiant qu'il faisait cela pour protéger sa famille. D'un ton froid, Noah commenta que menacer les proches fonctionnait toujours, même s'il avoua n'avoir jamais vraiment compris pourquoi. Arthur réagit en dégainant son taser et le lança sur Noah, qui grimaça mais le félicita pour sa résistance. D'un coup de pied rapide, Noah le désarma et lui injecta une nouvelle dose, ajoutant qu'aucun être humain ne pouvait supporter une telle quantité. Il précisa qu'il comptait au départ utiliser le composé sur Marie, mais qu'Arthur ferait un appât tout aussi parfait. Guidée par Roy, Marie courait à travers les couloirs du manoir, répétant entre ses dents que l'endroit paraissait abandonné. Alors qu'elle franchissait la porte reliant les deux pièces, Noah surgit brusquement, lui plaquant un couteau contre la gorge et la clouant au mur. Avec un sourire tordu, il complimenta sa rapidité et le calme de son regard, affirmant qu'elle était la personne la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Marie tenta de riposter d'un coup de pied, manquant sa première attaque, mais la seconde frappa juste. Le couteau tomba. D'une voix ferme, elle déclara qu'elle s'était entraînée précisément pour ce genre de moment. Exalté, Noah annonça qu'il allait alors se battre sérieusement avant de lui proposer de s'allier à lui. Il ferait une équipe parfaite, 2 assassins froids et implacables. Mais Marie répondit simplement qu'elle était la servante d'Arthur. Frustré, Noah la jeta violemment au sol et saisit sa gorge, disant qu'il la comprenait mieux qu'Arthur, qu'il l'aimait telle qu'elle était et qu'elle serait bien plus heureuse à ses côtés. Malgré la douleur et le souffle qui lui manquaient, Marie soutint son regard, déterminée, et refusa sans la moindre hésitation, prouvant que sa loyauté envers Arthur dépassait toute tentation. Au milieu de la tension grandissante, Marie remarqua que le bras droit de Noah faiblissait et saisit l'occasion. Elle recula vivement, sortit un petit dispositif de sa poche et le lança. La pièce fut aussitôt plongée dans une obscurité totale. Sûr de lui, Noah éclata de rire, affirmant que ses yeux étaient habitués à l'obscurité. Il lança alors son fouet, qui s'enroula autour d'une jambe. Mais lorsqu'il tira, il réalisa trop tard qu'il avait attrapé Marie aussi, pas la véritable Marie. Dans un mouvement rapide et précis, l'androïde tira le fouet, le fit claquer dans l'air, puis asséna un coup direct au visage de Noah, le faisant chanceler, étourdi. Marie observa la scène et félicita son double, disant qu'elle était un robot encore mieux conçu qu'elle-même, avant de lui confier la suite des opérations. Sans perdre une seconde, elle passa dans la pièce voisine et découvrit Arthur inconscient, sans aucune blessure apparente. Un profond soulagement envahit sa poitrine. Elle le serra dans ses bras et tenta de s'enfuir, appelant son double. Mais aucune réponse ne vint. Soudain, Noah réapparut derrière elle et la saisit brutalement, la faisant sursauter. Son regard était fou, presque dément. Il murmura qu'il aimait Arthur profondément, non pas l'humain, mais le robot qu'il croyait qu'elle était. Ses paroles étaient tranchantes comme des lames. Il lui demanda comment elle pensait qu'Arthur réagirait en découvrant la vérité, ajoutant que personne ne l'avait jamais aimée, qu'elle avait toujours été seule et que telle était sa destinée. Chaque mot la transperçait, la faisait trembler, jusqu'à ce qu'une voix faible interrompe Noah. Arthur, à moitié conscient, venait de poser ses mains sur les oreilles de Marie, lui murmurant de ne plus écouter. Le regard fixé sur Noah, il demanda d'une voix brisée qui osait faire du mal à sa Marie. Ces mots la frappèrent de plein fouet. Même affaiblie, Arthur la protégeait sans la moindre hésitation. À cet instant, Marie sentit en elle une force étrange et puissante s'éveiller. Elle pensa que son visage sans expression devait lui donner l'apparence d'une poupée, mais une poupée prête à tout pour défendre celui qu'elle aimait. Mais, poussée par l'émotion, elle se jeta sur Noah. D'une force inattendue, elle le frappa violemment, le faisant tomber, puis enchaîna les coups jusqu'à ce qu'il s'effondre inconscient. À l'intérieur d'elle, elle cria qu'elle n'était pas une simple machine, qu'elle avait des sentiments et qu'elle se battrait pour Arthur de toutes ses forces. Tenant Arthur inconscient de nouveau dans ses bras, Marie le serra doucement et murmura pour elle-même qu'il la protégeait toujours, soignait ses blessures et lui faisait ressentir des choses qu'elle n'avait jamais imaginées. Puis,
elle réalisa qu'elle était amoureuse de lui. Ce sentiment la submergea, mais lui donna également du courage. Quelques jours plus tard, après les cours à l'université, Marie était assise dans la salle en écoutant ses camarades parler de l'absence de Noah. L'un d'eux plaisanta en disant qu'il avait peut-être attrapé un rhume mental. Marie esquissa un léger sourire, pensant que la raclée qu'elle lui avait donnée devrait suffire à éloigner quiconque pendant un moment. Cependant, en quittant le bâtiment, elle le rencontra brusquement. Noah, l'air fatigué, la salua avec ironie, avouant qu'il était trop faible pour continuer en tant qu'assassin pour l'instant. Il la taquina encore, disant que maintenant qu'elle savait qu'il l'aimait, mentir à Arthur serait plus difficile, car elle baisserait sa garde. Il suggéra de s'enfuir ensemble, mais Marie le regarda froidement et lui dit de s'occuper de sa propre vie. À ce moment-là, Arthur apparut et Noah changea instantanément d'attitude. Avec un sourire désinvolte, il prétendit avoir trébuché pendant la fête et avoir entendu des rumeurs sur une attaque contre Arthur, feignant l'innocence. Arthur, un peu confus, dit qu'il aurait juré avoir entendu sa voix pendant l'incident, mais Noah nia calmement et s'éloigna. Lorsque le silence revint, Arthur regarda Marie avec un sourire serein et commenta que, pendant sa fièvre, il avait fait un rêve merveilleux, si réel qu'il aurait souhaité qu'il soit vrai. En l'observant en silence, Marie sentit son cœur s'emballer. Au fond d'elle, elle comprit que ce qu'elle ressentait pour lui était de l'amour, un sentiment vrai, fort